fact that President Paul Biya is synonymous to peace. On both national and international instances, he has regretted that the lack of peace has impacted negatively on sustainable development and thus emboldened poverty. The president has gone all out to invest in peace, calling on humanity as beggars of peace to read the various flashpoints around the world for sustainable development to take place. Back home, he has matched his words with action and come up with a litany of poverty-reducing programs and projects up and down the country. Therefore, peace and living together, two aspects that President Paul Biya holds closely to his heart, are what we are going to be talking about in a moment. The panelists are all there, and my colleague Jean Atangna is here to introduce them. Hello, Jean. Bonjour, Ebenezer. Ce n'est peut-être pas de notoriété publique. Tu chantes la paix, adoucis les mœurs et moissonne le vivre ensemble. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur ce plateau de PSC-TV. Au menu de notre débat du jour, comme indiqué, Paul Biya, chantre de la paix et du vivre ensemble. Deux dames illustres de par leur parcours exceptionnel et puis illustratives de par leur filiation, vont faire face à deux éminents professeurs d'université, un sociologue de renom, un politologue de réputation. Merci d'être avec nous. Madame Amatoutou Mouna, je voudrais rappeler très rapidement que vous êtes membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous avez été, je crois, pendant 7 ans, tout un septennat, membre du gouvernement, en l'occurrence ministre des Arts et de la Culture. J'ai eu à parcourir votre état civil et j'ai piqué quelques repères, il y en a 3, pas plus. Le premier repère, c'est que vous êtes la fille de Salomon Tandemona, que tous les Camerounais connaissent, du moins c'est de notre génération, que vous êtes né à Victoria et que c'était en 1960. 3 repères, que vous inspire-t-il? Destin et dire merci à PRC TV de nous accueillir. Et revenir à ce que vous étiez en train de dire, c'est le destin. 60, c'est les indépendances. Estimouna, c'est un honneur et un privilège d'être de sa descendance. Sur le dernier point, ministre... Né à Victoria. Bon, né à Victoria, mon père était déjà ministre à l'époque, donc c'est aussi le destin et la grâce. Mais c'est Victoria qui est devenue aujourd'hui Limbe. Tout à fait. Tout à fait, c'est l'histoire de notre pays, c'est notre héritage, avec tout ce que ça connote. Et je reviens enfin sur mon parcours de ministre des Arts et de la Culture. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que j'ai été secrétaire d'État au commerce. J'entre au gouvernement en 2004. Et pour dire aussi, c'est un très grand honneur de pouvoir servir mon pays et aussi l'occasion de remercier le chef de l'État pour cette très grande confiance que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, je suis membre de la commission. Encore une fois, je dois exprimer mon appréciation et ma gratitude. Thank you for coming. Également avec nous sur ce plateau, une autre figure de marque, ne serait-ce que par le patronyme que vous portez, Madame Aminatou Aïdjo. Vous êtes président du conseil d'administration du Palais de Congrès à Yaoundé. Vous êtes né en 1966, une autre date de référence dans l'histoire du Cameroun. Vous êtes né à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Alors, historiquement, au plan politique, que vous rappelle cette année-là, 1966? Et puis, je voudrais surtout que vous nous parliez de votre retour au Bercail. Je crois que c'était en 2013. Et surtout de votre offre de paix au père de la nation, en l'occurrence le président de la République, Paul Biya, et enfin votre engagement politique au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Bonjour. Oui, 1966, c'est l'avènement de l'UNC,
donc un signe de l'histoire et le destin aussi. Et puis, je suis née à Yaoundé, donc le vivre ensemble. Et j'ai grandi aussi à Yaoundé. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Yaoundé, donc j'avais déjà ça depuis toute petite. Et ça ne m'a jamais quittée, même quand j'étais loin de ma patrie. J'ai décidé de rentrer au Cameroun en 2012 et j'ai commencé ma vie politique en 2013. Et j'ai d'abord fait une offre au père. Parce que le président de la République, je le connais depuis que je suis toute petite. Donc c'est d'abord l'offre au père et après au père de la nation. Il nous a été dit que vous l'appelez en privé papa. Oui, toute petite. Et voilà, c'est d'abord vraiment l'affection. Et puis, il faut quand même qu'on se dise la vérité, la paix, ça prend du temps. L'offre de paix, il faut y réfléchir, il faut mûrir, il faut décider. Et puis après, il faut venir vers la personne et lui dire, voilà, je voudrais rentrer et puis je veux m'apaiser. Je veux que tout ceci s'arrête. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était sincère. Voilà, on prend note. Professeur Armand Leka Essomba, vous êtes sociologue. Que vous inspire cette scène que nous vivons? C'est par hasard que ce plateau a été composé et on se retrouve avec ces deux figures qui renvoient à des figures de proue dans l'histoire du Cameroun. Effectivement, disons qu'en 1982, j'avais 6 ans et donc je n'ai pas connu, j'allais dire de manière physique, aussi bien Solomon Tandemuna que le président Ahidjo. Et donc, en les côtoyant ici, disons leur descendance, j'ai l'impression, disons, de côtoyer un fragment vivant de l'histoire du Cameroun dans sa continuité fabuleuse, j'allais dire. Professeur Janvier Onana, j'interroge le politologue que vous êtes. Est-ce qu'on peut dire au regard de la composition de ce plateau que l'histoire du Cameroun est comme en train de se répéter? Merci. Tout d'abord, je dois dire toute la joie qui est la mienne de prendre part à cette émission. Merci de m'avoir invité. Je viens avec beaucoup de joie pour échanger autour de ces questions importantes. Je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure, pendant que nous attendions avant l'émission, mon collègue et moi-même, nous nous interrogions sur ce plateau et nous demandions si c'était délibéré ou si c'était le fait seulement du hasard d'avoir effectivement à partager ce moment avec ces deux illustres dames qui sont des symboles, effectivement. Et je voudrais tout singulièrement revenir sur ce que Mme Aminatou Ahidjo a dit tout à l'heure. Le chemin de la paix est un chemin qui est long, c'est une quête. Et c'est bien d'avoir souligné que c'est une quête qu'elle a menée, une quête sincère. Ça peut prendre du temps, mais quand on la mène de façon résolue, elle aboutit. Et évidemment, je suis tout aussi fasciné par Madame la ministre, dont nous connaissons la carrière, dont nous connaissons les états de service et cette filiation que vous avez soulignée. Nous avons la chance de côtoyer deux dames qui, dans leur ADN, on pourrait dire, ont une fraction importante de l'histoire de notre pays et qui sont ces fractions-là en stricte résonance, en intime résonance avec la thématique sur laquelle nous devons échanger aujourd'hui. Merci encore. Merci. Équilibre politique, équilibre scientifique. Je voudrais tout autant saluer l'équilibre homme-femme observé sur ce plateau en matière de politique du genre. Comme vous le savez, cela participe aussi de la promotion de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Je vous reviens, Ebenezer. Yeah, welcome back. Now, as you are well aware, living together is one of the major themes of this National Day celebration. And what is it? Is it a process? Have we achieved it? And are there roadblocks to it? One of my colleagues, Alain Patrick Fouda, explains it to us. Nous sommes ensemble, authentiquement camerounaise, la belle expression signifie exactement le contraire de ce qu'elle laisse entendre. C'est lorsqu'on se sépare de son compagnon qu'on lui assène le coup. Nous sommes ensemble. Mais à la vérité, exprimée à la première personne du pluriel de l'indicatif présent, la locution « nous sommes ensemble » signifie même séparés, même éloignés l'un de l'autre, nous restons liés, attachés l'un à l'autre. Historiquement, nous sommes ensemble est contemporain du vivre ensemble harmonieux prôné dans le cadre de l'espace vie,
aménagée avec l'avènement de l'État unitaire décentralisé. Que l'on soit sous régime ordinaire ou sous la gouverne du statut spécial reconnu à certaines régions du Cameroun, nous restons frères et sœurs d'une même patrie. Dans le même canon, d'autres voies de tête sont à inscrire dans le credo du vivre ensemble harmonieux. L'art culinaire de plus en plus partagé sur diverses tables sans discrimination de menu constitue une fière corde à tirer de l'arc-en-ciel culturel camerounais. Il faudrait y ajouter le vivre ensemble harmonieux dans d'autres secteurs comme la musique, la danse, les idiomes linguistiques tels que le camfranglais. Thank you very much, Jean-Patrick. Now, Madam, I will start with you. Tell me, the theme we are discussing now in this conversation is Pobia, beacon of peace and living together. What comes to mind? Immediately, what comes to my mind is the trajectory, where we started and where we are today and where we are going. Planting seeds, sowing seeds, and building a nation knowing that it's a process. So you need patience. You need a lot of focus. You are in a patchwork of a country. I use the word patch up, or I don't really want to use Tower of Babel, but it's a very challenging setup. And the challenge of this setup, we have come this far. We started with our founding fathers, and here we are. So when we come back to this theme, I think it's very important. It's also very crucial for the future. And with all the challenges we're having today, it is nonetheless, again, even more important. So we say that this is an opportunity to also not only look at what the head of state has done, but an opportunity to go back to the drawing board, and an opportunity also to remind all Cameroonians that we are part and parcel of this, and it is also our responsibility as the head of state says in his vision, because he has a vision in a special book that he wrote and which has been re-edited. And in that book, certain words keep coming: solidarity, integration, unity, peace, etc., etc. Now, when you were a cabinet minister, did it ever occur to you to work on peace initiatives, maybe as a directive from the head of state? Indeed. At every aspect. And then, you know, culture is actually the bedrock. I mean, culture has to do with the soul of a nation, the identity of a nation. And here we are with a country that has so many cultures, so many languages, imported languages. How do you go about it? So in the ministry, we opted for, and looking at the vision that has been well spelled in communal liberalism, the vision of the head of state, we always referred to that in terms of looking at the different areas that you have that have different cultures. We presented shows and items based on that. So each Cameroonian should feel or get that sense of belonging. And I think it is one of the things that the head of state is preaching constantly, that sense of belonging. It's a very dicey situation, because the minute you leave from that balance, you can create havoc. You can create unsettling situations. So in the ministry, we had programs on that. We also had programs in integrating all the artists, because artists are like muse. When they say certain things, they help us. So we also did that. We also did another part in projecting who we are, because identity
Identity is very important. Knowing who you are, and the head of state talks about it during the last pages of his vision. Knowing who you are is a very settling situation. It keeps you at peace and calm because you know who you are. I just wanted to, just give that, and maybe during the course of our program here, we'll talk about that. Definitely, yes. Voilà, professeur Janvier Onana, je voudrais requérir l'avis du spécialiste des sciences juridiques et politiques que vous êtes. Ça paraît évident de parler de paix et de vivre ensemble. Mais vous savez, vous s'est accordé à dire que si les hommes et les femmes que vous êtes s'accordaient sur le sens des mots qu'ils emploient, peut-être qu'il y aurait très peu de polémique. Je ne souhaite pas qu'il y en ait sur ce plateau. Alors, la paix, est-ce toujours l'absence de guerre? Et le vivre ensemble, c'est quoi, d'après vous? Est-ce que la paix, c'est toujours l'absence de guerre? Difficile de répondre de façon tranchée, mais je prendrais le risque de dire non. Non, parce que l'absence totale de guerre, c'est un état illusoire, c'est un état utopique. Parce que les êtres humains, les sociétés sont des organismes vivants. Donc ils bougent, ils mutent, comme les individus. Ils sont donc dynamiques. Et comme les sociétés sont dynamiques, comme elles sont en mouvement, il faut canaliser ce mouvement pour qu'il s'insère dans l'ordre. Et c'est seulement lorsque cette canalisation est réussie qu'on a un état de paix, c'est-à-dire un état d'interaction dans la cohésion et dans la cohérence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de heurts. Donc la guerre totalement absente, encore une fois, c'est une illusion. Mais ça montre aussi une chose, c'est que la paix n'est jamais acquise une fois pour toutes. C'est une quête constante, c'est une quête jamais achevée. D'autant plus que, comme je l'indiquais, les mutations de la société amènent celle-ci face à des défis incessamment renouvelés. Les défis sont incessamment renouvelés. Et les problématiques auxquelles, en matière de gouvernance publique, on faisait face dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, ne sont certainement pas à tous égards identiques à celles auxquelles, en matière de cohésion sociale et de paix, on fait part aujourd'hui. Parce que la société a drôlement changé entre-temps. La société a drôlement changé entre-temps. Il y a des conflits sociaux qu'il faut prendre en charge aujourd'hui qui n'étaient même pas encore envisagés. On évoquait, nous qui sommes des années 60, nés dans les années 60, l'une des problématiques matricielles de l'action publique aujourd'hui, c'est notamment la question du genre. C'est une question qui est de formulation relativement récente. Toutes les problématiques liées à l'écologie, à la sauvegarde de l'environnement sont des problématiques relativement fraîches. Or, il s'agit d'autant de défis susceptibles d'engendrer des désordres sociaux et dont les pouvoirs publics doivent se soucier. La société ne peut donc pas être en paix, cette sorte de paix qui serait une absence totale de conflit, une absence totale de secousses, mais il faut rester vigilant parce que c'est dans ces mutations précisément que la société se renouvelle et progresse. Il n'y a pas de progrès sans lutte. Mais l'action politique doit précisément consister à essayer de maîtriser ces luttes, à canaliser ces énergies de manière à les tourner vers des fins profitables. Je ne sais pas si je reprends la question. Alors, professeur Armand Leke Essomba, si on prend en compte les prérequis que le professeur vient d'énoncer, au Cameroun, sommes-nous en état de paix ou en état de guerre? C'est état de ni paix ni guerre? Vous savez que ce diptyque a alimenté nombre de productions éditoriales et intellectuelles à travers le monde. Dans quel état sommes-nous au Cameroun? Alors nous sommes, disons, dans un état qui affronte les défis qui sont intimement liés à la question de la diversité. Et il faut savoir que, et je crois que je prolonge ce que le professeur, mon collègue Janvier Onana a indiqué tout à l'heure, c'est une évidence à la fois universelle et particulière, c'est-à-dire que toutes les sociétés sont marquées par l'expérience de la diversité dans leur constitution initiale. Et partant du principe que l'homme lui-même, en tant qu'individu, est structuré par une double polarité. Il est à la fois, il a un pôle moral qui l'amène à être empathique, à secourir les autres, à avoir des tendances à la cohésion, etc. Et il a un autre pôle, un pôle égoïste, qui tend à faire en sorte que ses intérêts soient privilégiés, que le plus fort ait tendance à vouloir écraser le plus faible, que le plus riche ait tendance à... Et donc, cette sorte de
mises en commun dans l'expérience de la diversité provoquent en général des expériences de friction. Et ces frictions commencent très souvent par l'expérience même du malentendu. Le malentendu, lorsqu'on a mal entendu, le malentendu très souvent conduit à l'incompréhension. L'incompréhension, si ce n'est pas bien géré, conduit souvent à la tension, à la montée des tensions ou de la tension. Et la montée de la tension, si ce n'est pas toujours bien géré, peut donc conduire à une crise. Les crises peuvent s'installer, peuvent déboucher sur les expériences plus complexes de conflits. Et ça peut parfois s'achever par l'expérience d'importants fratricides. Et le Cameroun en fait en partie l'expérience, notamment à partir de ce que nous vivons dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, ça survient très souvent, effectivement, lorsque la diversité n'est plus, disons, le socle à partir duquel on interprète le rapport à l'autre, et ça mêle une série de difficultés. Et donc le Cameroun a eu à traverser ces expériences, est en train de les vivre en partie, confronté à ça, et surtout à cette sorte d'énigme, et c'est l'énigme de la fraternité. Vous savez que si vous lisez le préambule de la Constitution du Cameroun, en tout cas dans son tout premier fragment, le premier fragment de son paragraphe, vous retrouvez l'idéal postulé de manière ultime, c'est l'idée de la fraternité. La fraternité, ensuite, on évoque la question de la justice sociale, ensuite on évoque la question du progrès. L'énigme et le paradoxe de la fraternité, c'est que la fraternité contient en elle toujours la possibilité d'un fratricide. C'est-à-dire que ce n'est pas certain que parce que nous sommes frères, on ne va pas se faire mal, on ne va pas... Et donc, c'est dans la compréhension de cette énigme qu'il faut toujours savoir que la fraternité est toujours une quête et une expérience de construction quotidienne, et notamment lorsque, dans le contexte d'un pays aussi divers que le Cameroun, aux trajectoires ethno-communautaires, linguistiques uniques, quasiment en Afrique, cela est toujours à tout moment possible. Et la sagesse consiste donc, comme cela, probablement nous allons pouvoir le voir, à préserver, un peu comme si l'on portait des œufs et qu'on était obligé de courir en même temps avec ces œufs dans un monde qui, chaque jour, se transforme. Et la plus grande transformation, elle est culturelle, qui s'est opérée notamment dans la perception des conflits et des grands problèmes dans le monde de manière générale aujourd'hui, c'est que les questions de liberté et d'égalité qui avaient porté le souffle des grandes luttes hier, ces deux perspectives se sont un peu, disons, sont rentrées quelque part en sourdine et ont mis en avant la problématique de l'identité. C'est-à-dire que les gens ont tendance désormais à se battre au nom de l'identité et secondairement au nom de la liberté et de l'égalité. C'est-à-dire que c'est souvent à travers le prisme même de l'identité que les mobilisations ont tendance à se construire, que les solidarités ont tendance à se constituer pour donc éventuellement procéder à des réclamations, demander à ce que le droit intègre des droits collectifs à des minorités linguistiques, ethno-communautaires, etc. Et donc quand vous avez la carte ethno-communautaire, linguistique du Cameroun dans sa diversité la plus incroyable, il faut à tout moment en être conscient et vraiment travailler à ce qu'on préserve, disons, cet idéal de fraternité. Madame Aminatou Aïdjo, j'espère que nous sommes au même niveau de compréhension. Alors, lorsque vous regardez donc la complexité de la carte du Cameroun, telle que le professeur vient de la présenter, qu'est-ce qui vous passe en premier en tête lorsque l'on vient évoquer les principales menaces à la paix au Cameroun, au vivre ensemble? Oui, les principales menaces au vivre ensemble sont d'abord, je crois, la conquête du pouvoir, parce qu'il y a certains leaders politiques qui ont véhiculé des discours de haine tribalisés, et puis il y a les velléités sécessionnistes au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il y a aussi quelques problèmes intercommunautaires, voilà, et puis je crois que c'est les trois, en tout cas c'est les deux détonateurs. Avant, il y avait des clichés
caricaturaux sur chaque région depuis la naissance de notre pays. C'était pas vraiment méchant. On en riait et puis maintenant les choses sont devenues vraiment plus exacerbées. Je pense à la conquête du pouvoir et le problème anglophone. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière la conquête du pouvoir? Mais les leaders politiques, certains n'ont pas compris que pour avoir le pouvoir, il ne faut pas passer par des chemins comme ça. Et donc, on pousse des catégories malsaines, une catégorisation malsaine dans certaines communautés. Et on voit dans les réseaux sociaux des termes apparaître qu'on ne connaissait pas avant. Tontinard, sardinard, c'est des choses que nous n'avons pas grandi avec tout ça. Et pour avoir le pouvoir, on est prêt à tout. Et on sait que le Cameroun est complexe, qui a quand même 250 langues nationales, 2 langues officielles, multitude de religions, de croyances traditionnelles. C'est très facile, c'est une poudrière quand on n'a pas une culture de la paix. Et je crois que c'est pour ça que tout ça s'enflamme un peu par moments. Yes, thank you. Madam, I want to come back to you on this issue of peace. We saw President Paul Biya in the far north with victims of the floods that they had there in 2012, I think. We saw him seeing the victims too of Mount Cameroon eruption in the early 2000s. We saw the situation in Bakassi. Instead of going to war, he went to court. And this is a man of peace. Now, when he says he's a beggar of peace, what's the idea? I mean, how do you understand that? Well, I understand that in several folds. He is addressing, if my memory is correct, he's addressing that during the United Nations. Yes. So he is calling the world first and telling them we have a situation, we have spaces around the world where there is no peace. I also belong to that. And he's also sending us, because he's our head of state, messages through that, saying that I think the word beg is a very, very powerful word, which puts you at a very humbling position and actually exacerbates the challenges. He is actually saying, I know it is very challenging. And then when you look at a symbolic, usually when you're begging, you're on your knees. And that is a very powerful symbolism, because he is saying that without peace, nothing can be built. Nothing can happen. And in his manner of soft power, because the diplomacy he has is also, envisaged in a way that you can see that his policies are very, very peace-oriented. He is always negotiating, and that is a standpoint. Always looking for consensus. Consensus. So, and he's always looking for ways where people can live together. You talked about Bakassi. Bakassi is really a very big and powerful symbol, not only to Cameroon, but to the rest of the world. So he's a teacher. He teaches all of us because of the kind of nation we have. He's actually looking at the world, building this nation from where he experienced, and he was in all the meetings with the founding fathers. So he knows to the details all the challenges and how the constant readjustments they have to make. And as Professor said, it is a constant challenge. So my take on that statement, begging, is a take of, he's not stopping. He's actually also telling us we need to continue. It is a constant call. And also he is portraying his kind of policy, his diplomacy, the soft touch, the soft power that we usually talk about. That is the way I that because in the absence of peace, we cannot have development. The sustainable development he's talking about is poverty that will come in, and of course will stay stagnant. And we have to beg. So we come back to that dynamics of begging. What's it, Sean?
Je voudrais que l'on complète ce tableau, le tableau des menaces à la paix et au vivre ensemble au Cameroun. Professeur Janvier Onana. Alors oui, les menaces sont de divers ordres. On peut relever des menaces qu'on pourrait qualifier d'ordre moral ou axiologique. On peut relever des menaces concernant la capacité responsive de l'État aux sollicitations sociales. Ce que j'entends par menace axiologique, c'est la mesure où ce sentiment qui est ainsi quêté, qui est ce noble sentiment, c'est la mesure où ce noble sentiment est effectivement partagé ou ne l'est pas. Parce que comme je le soulignais tout à l'heure, les sociétés politiques évoluent. Le professeur Leka a soulevé la question de l'identité. Les identités sont fluides, elles évoluent. Et la problématique de l'édification d'une nation, parce que pour Proust, c'est la même question, c'est la même question. Quand on regarde la vision qui est celle du chef de l'État, celle qu'il décline dans son ouvrage, il parle de l'apothéose de la nation comme la fin ultime, c'est la plus grande mission qu'il voudrait conduire avec les Camerounais. C'est mettre en place la nation, ce processus qui permettrait de passer de l'unité nationale à l'intégration nationale. Alors maintenant, ça suppose au plan axiologique qu'on ait des référentiels suffisamment partagés par tous. Il y a dans la question des référentiels. Sur quoi est-ce que l'on construit cette vision commune? Parce que d'abord, on vouloir vivre ensemble, c'est d'abord l'ordre de l'imaginaire et des croyances. Or, à ce niveau-là, ça a été souligné tout à l'heure, à partir du moment où cette quête semble être supplantée par des questions d'irrédentisme primaire, ça devient difficile. À partir du moment où il y a comme une sorte de relocalisation des identités vers le primordialisme, il devient difficile de construire la cohésion qui est voulue. Donc il y a un problème de référentiel. Il n'est pas certain que tous les Camerounais, de façon spontanée, puissent référer à des signes, à des symboles. Et le chef de l'État souligne bien dans son ouvrage par ailleurs le travail qu'il y a à faire là-dessus, sur cette question-là, parce qu'il fait des propositions et il montre bien qu'il y a un certain nombre d'actions à engager, notamment en rapport avec l'histoire. Il faut réhabiliter l'histoire, parce que le risque que l'on pourrait prendre, et je crois que Madame l'a souligné, c'est le rapport criminalistique à l'histoire. C'est d'essayer de désigner des coupables, de faire en sorte qu'il y ait des coupables et des personnes qui seraient en quelque sorte pures. Cette vision caricaturale ne peut pas être propice à la construction d'un sentiment véritablement partagé de cohésion. C'est une grande menace. Et c'est précisément cette menace qui nourrit la prospérité des discours de haine qu'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est au plan axiologique. Maintenant, au plan pratique, au plan des politiques publiques, là aussi, les solutions consistent en une action publique réfléchie, une action publique efficace, c'est-à-dire une action publique qui apporte effectivement des réponses aux attentes. Et toutes ces exigences sont brillamment formulées dans l'ouvrage du chef de l'État, parce que les propositions qu'il fait concernent l'ensemble des aspects de la vie sociale, que ce soit le plan culturel, que ce soit le plan infrastructurel, que ce soit l'éducation ou la santé publique, parce qu'il montre bien que l'accès à un confort matériel partagé est la condition sine qua non pour que se développe quelque chose comme une culture nationale qui s'entendra d'une culture qui transcende les cultures particulières. Alors, à partir de là, la question de la réduction des inégalités sociales se pose. La question de la lutte contre la pauvreté peut se poser, parce qu'il faut bien voir que toutes ces coupures sociales, tous ces facteurs discriminants sont précisément le terreau sur lequel prospèrent les idéologies, les discours séparatistes ou différentialistes, c'est comme on veut. C'est ces éléments-là que ces discours-là prospèrent, et travailler d'une certaine manière à gommer ces inégalités, c'est la meilleure manière de travailler également à promouvoir une culture partagée de paix. Je voudrais oser une proposition. Je vais vous donner la possibilité de parler de long en large des réponses que le président de la République et son gouvernement essaient d'apporter aux différentes problématiques que vous évoquez. Pour cela, je suggère une pause. Elle sera très studieuse. Je voudrais que l'on écoute avec l'un de nos reporters une analyse que je trouve pertinente qu'il fait
de la notion de vivre ensemble au Cameroun. Nous sommes ensemble, vous l'avez suivi, c'est une expression populaire au Cameroun pour signifier le vivre ensemble harmonieux entre Camerounais. Manfred Likine a capturé quelques scènes du vivre ensemble dans le quotidien des Camerounais pour en tirer quelques leçons essentielles. Votre attention et votre écoute sont donc sollicitées pour la circonstance. Cameroon is home to over 250 ethnic languages and 2 distinct linguistic regions through the influence of colonialism. Living together in Cameroon embodies the importance of community, cooperation, and mutual support amongst her people. In the preamble of the Constitution, living together is clearly emphasized as it states that the Cameroonian people, proud of its linguistic and cultural diversity, solemnly proclaim that it constitutes a single and one nation engaged in a common destiny. For President Paul Biya, safeguarding Cameroon's living together is paramount, serving as both a rallying cry and a guiding principle in the domestic policy of the country. The head of state has continually preached the spirit of Umbuktu amongst Cameroonians as he emphasizes humanity, interconnectedness in Cameroon's culture. This philosophy underscores the importance of empathy, compassion, and collective well-being, further strengthening relationship among individuals and communities. President Paul Biya urges peaceful coexistence among various community groups in Cameroon, emphasizing the importance of national interest, shedding resentment and dissension, and maintaining unity to build a new democratic Cameroon. This tenet of living together has always taken center stage in the policies of the head of state. Cameroonians will be a strong, stable nation envied by all when living together rests on the shoulders of mutual acceptance. President Paul Biya continues to adhere to the principles of his predecessors to shun ethnic discrimination and an upsurge of hate speech, tribalism, and xenophobia. He has succeeded to achieve this through concrete actions like the creation of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. The major threat to living together is centered on the 2 inherited colonial cultures, which gave rise to the 2016 grievances. The major national dialogue was convened in 2019 upon instructions of the head of state and major resolutions taken to promote the acceptance of each other. La référence au livre à succès du chef de l'État, le président de la République Paul Biya, pour le libéralisme communautaire, une pensée dynamique à la mesure des temps présents, eh bien, cette référence a été constante depuis que nous avons commencé ce débat. Je voudrais, pour poursuivre ce débat, au chapitre des réponses présidentielles aux différentes problématiques évoquées, je voudrais lire pour vous ce passage qui a particulièrement retenu mon attention. La politique que je mène, c'est le chef de l'État qui parle, dans Pour le libéralisme communautaire, édition revue, relue, approfondie et augmentée par l'illustrateur. La politique que je mène et que j'entends continuer à mener est fondée sur la considération du pluralisme ethnique comme une chance de construire et de consolider une société de compromis, de tolérance et de modération à partir du développement d'une éthique de l'acceptation mutuelle. Professeur de Kassomba, ce passage vous interpelle, vous parle comme sociologue. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça revient toujours à cette question centrale de la manière dont on construit notre fraternité. Parce que la fraternité, dans le contexte du Cameroun, je crois que plein d'historiens avant moi, et je crois certains autres collègues dans des émissions antérieures sont revenus là-dessus, c'est que avant 1884, il n'existait pas quelque chose qui s'appelait Cameroun. Sur la carte du monde,
Et dans l'expérience de la violence coloniale, nous avons convenu de nous constituer comme peuple. À l'époque, l'upécisme qui traversait l'UPC, l'upécisme, partait du fait que nous étions des populations, il fallait unir ces populations pour que ces populations deviennent un peuple de frères. Frères non pas parce qu'ils ont le même sang, mais parce qu'ils ont versé ensemble leur sang pour lutter contre la colonisation et revendiquer une part d'eux. Alors, quand vous voyez comment ce parcours s'est construit, effectivement, vous retrouvez quand même, et ça prolonge le diagnostic que faisait tout à l'heure mon collègue, et qui prolongeait certaines des questions qu'évoquait Mme Aminatou Aïdjo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan plus tard, on se rend quand même compte que des grandes crises ont mis à l'épreuve cette idée de s'accepter mutuellement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où les fraternités ethniques ou ethno-communautaires ont précédé la nouvelle fraternité civique que va être le Cameroun, parce que c'est ça, la fraternité civique nouvelle que va être le Cameroun était censée dépasser les fraternités ethniques, mais en tenant compte de leur trajectoire, de leur apport et de ce que ça pouvait insuffler dans, disons, l'idéal de construction d'une nation tout à fait diverse, mais vivant ensemble. Alors, la grande crise quand même qui va affecter ça, parce qu'il faut utiliser même les catégories populaires à partir desquelles les Camerounais interrogent de manière critique cette affaire, ils vous disent, oui, vivre ensemble, mais après ils vous disent, oui, mais il faut aussi manger ensemble. Alors, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que depuis à peu près les années 90, c'est-à-dire la période où le monde et surtout les pays africains ont traversé une grande crise économique qui a mis en difficulté nos politiques économiques autonomes, etc., ont émergé en fait 2 ou 3 problématiques. C'est la problématique du pouvoir, la problématique du partage et la problématique de la pauvreté. Il se trouve que, si je vous dis ça rapidement, moi qui ai grandi dans mon village, à l'époque, nous mangions tous ensemble. Un parent, une maman vous invitait, vous étiez ensemble. Lorsque c'était une grosse boule de couscous, vous riez aux éclats, vous racontiez des histoires de la journée. Vous promettiez de menacer tel autre étranger qui a voulu bastonner tel. Il faut voir qu'on riait aux éclats. Mais au fur et à mesure que la boule de couscous se réduisait, les gens devenaient silencieux et nerveux autour du plat. Et quand ça s'achevait, très souvent ça s'achevait par des bagarres, la question étant qui doit prendre la dernière partie de la boule de couscous. C'est-à-dire que c'est une métaphore qui illustre, disons, les fondements parfois économiques d'un certain type de conflit et d'un certain nombre de dynamiques politiques. Lorsque la rareté tend à s'installer, les conflits autour des choses rares deviennent des conflits plus aigus. Ça ne vous étonnerait donc pas, parce que beaucoup, et ce n'est pas simplement au Cameroun, beaucoup aujourd'hui sont convaincus de ce que lorsqu'il n'y a pas de choses à partager, c'est-à-dire que lorsque les choses à partager se sont réduites, parce qu'on ne peut que partager la prospérité, on ne peut pas partager la pauvreté. Et lorsque la pauvreté s'installe, on commence donc à penser que c'est dans le pouvoir qu'on a encore la possibilité de partager des choses. Les luttes pour le pouvoir deviennent donc des luttes à mort. Toutes les élections présidentielle en Afrique s'achève toujours par la crainte qu'une société va se suicider, qu'on va s'entretuer. Personne ne reconnaît les élections là-bas parce que les enjeux de pouvoir deviennent des enjeux. Et d'ailleurs, et c'est là où on a observé un phénomène, la fraternité civique, nous sommes tous frères camerounais, a commencé à ce moment à se rapetisser, à devenir très, très humble. On ne voyait plus le président Paul Biya comme Camerounais, président du Cameroun, on le voyait comme un Béti. On ne voyait plus John Fundi comme un opposant qui peut-être peut avoir une alternative, on le voyait comme un anglophone. On ne voyait plus Bello Bouba comme, on le voyait comme un nordiste, etc. Et donc, évidemment, ces problématiques autour des discours de haine prospèrent sur le fait que, comme les choses sont devenues, l'État n'a plus les moyens de donner le travail à tout le monde comme c'était à l'époque de l'État-providence. On a encore du mal à articuler une société de professionnalisation où les gens commencent à inventer, à utiliser leur intelligence pour s'investir, Et donc, c'est là que vous allez d'ailleurs observer le phénomène. Dès qu'on lit un concours de l'ENAM, chacun prend sa calculatrice ethnique.
on commence à avoir l'impression que ce sont les frères des autres qui sont aux affaires, et donc c'est eux qui vont partager les dernières parties de la boule de couscous. Donc il nous faudra absolument prendre la mesure de cette question à la fois délicate, mais qui peut être gérée, évidemment, par l'implication de tout le monde, et qui peuvent aussi permettre de comprendre que certains des conflits ou des secousses ou des difficultés que nous traversons aujourd'hui dans notre perception du vivre ensemble et de la fraternité, en fait, peuvent être gérés, disons, sans trop sans l'idée que non, vraiment, la société va se suicider. Voilà, c'est... Je vous emprunte le mot « gérer la gestion ». Examinons un peu comment, malgré la complexité du contexte, comment le président de la République, Paul Biya en l'occurrence, considéré dans le cadre de ce programme et ailleurs comme le chantre de la paix du vivre ensemble, comment s'emploie-t-il au quotidien à adresser chacune des problématiques que vous évoquez? Commençons par le pouvoirisme. De votre point de vue, Madame Aminatou Ahidjo, comment voyez-vous, comment appréciez-vous la manière dont le chef de l'État, Paul Biya, se déploie pour contenir les impatiences, par exemple? Oui, tout le monde peut voir et constater que le président de la République a foi en la paix et au refus de la confrontation violente. Et ça, dans toutes les actions qu'il pose à l'endroit de ses compatriotes, elles vont toujours dans ce sens. Il a une sollicitude nulle autre pareille, quel que soit l'endroit du territoire national. Le président de la République a des discours constants sur la culture de la paix. Nous avons vu la résolution du problème Bakassi avec le Nigeria, qui est une résolution, un dénouement pacifique et une réussite aussi diplomatique. Le problème anglophone, il a instauré un grand dialogue national avec les Camerounais de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Et puis, il y a des choses plus simples. Doit-on rappeler la sollicitude qu'il a envers ses compatriotes musulmans? Chaque fois qu'il y a le pèlerinage qui arrive et qu'il faut aller vers les terres saintes de l'islam. Donc, tout cela concourt à créer l'empathie chez chaque Camerounais. Donc, le président de la République nous invite tous, nous amène tous à aller vers ce chemin. Et même quand il y a des musiques, qui sont discordantes ou des musiques qui ne vont pas dans son sens, vous allez voir que si vous êtes patriote et si vous savez le lire, il vous ramènera toujours vers la paix parce qu'il ouvre le dialogue, il ouvre la concertation, il écoute et il nous apprend tous qu'il ne faut pas, ce n'est pas par la violence qu'on peut résoudre les problèmes, c'est par le dialogue, même si, et ça aussi beaucoup de Camerounais l'oublient, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience pour voir la mise en œuvre des résolutions de tout conflit. Et voilà, c'est son école. En tout cas, moi, je la suis. Ne combattons pas, débattons. Ne combattons Alors, pas. permettez que je revienne sur le grand dialogue national. J'ai suivi une radio internationale, aujourd'hui même, ce matin, en venant ici. Il y a une dame, je parle après une dame sur cette radio internationale qui disait qu'il faut cesser de ressasser ce qu'elle considérait comme un échec. Elle présente ainsi le grand dialogue national comme un échec. Et j'espère que je ne vous apprends rien. Et pourtant, professeur Janvier Nana, nous avons à tirer avantage de ce grand rendez-vous, de ce rendez-vous historique que l'on a appelé grand dialogue national. Oui, absolument. Nous avons à tirer avantage de ces grands événements, comme nous avons attiré avantage de l'attitude constante d'ouverture au dialogue. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la démocratie et pourquoi est-ce que la démocratie est idéalisée aujourd'hui comme la formule la plus susceptible de procurer la paix et le bonheur aux hommes? C'est parce que précisément, le prodige de la démocratie, c'est qu'elle permet de forclore la violence. Quand les gens peuvent s'exprimer librement avec l'assurance qu'ils seront entendus, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront forcément satisfaits, mais c'est d'abord de pouvoir s'exprimer et d'être entendus, d'avoir le sentiment d'être
partie prenante de la communauté politique, d'avoir une voix qui peut porter une opinion à émettre, eh bien, c'est sans doute l'un des moyens les plus efficaces de créer, de construire les conditions d'un dialogue qui puisse garantir la paix. Or, il me semble que de dire que le Cameroun est un État de droit, ce n'est pas une clause de style, c'est une réalité. Nous avons un arsenal juridique qui consacre et garantit effectivement les libertés publiques, et ces libertés sont effectivement exercées. Donc, le magistère de la prise de parole est effectif au Cameroun, et c'est sans doute l'un des éléments les plus importants dans cette entreprise d'édification et de préservation de la paix. Alors, donc, les libertés sont exercées sans entrave. Et puis, eh bien, ma foi, cette disposition à l'écoute qui nous renvoie au grand dialogue national, c'est bien de montrer qu'on est dans une attitude suffisamment inclusive pour que toutes les opinions puissent, dans la délibération publique, être émises, de manière à ce qu'on puisse déboucher sur des points de vue partagés, même si, encore une fois qu'on a pris des résolutions, autre chose est de les mettre en œuvre, parce que la mise en œuvre des résolutions appelle d'autres moyens, d'autres considérations que la simple proclamation. La paix ne se satisfait pas de proclamation, de déclaration. Après, il faut réaliser, il faut mettre en place des conditions de possibilité d'une manifestation effective de la paix. Mais cela a été rappelé tout à l'heure par mon collègue. Ce n'est pas toujours, malheureusement, que l'autorité politique a effectivement les moyens, à tout instant, d'apporter la réponse attendue immédiatement. Et ceci est souvent mis sur le compte de l'incurie de l'action publique, de l'incapacité, etc., lorsque c'est quelquefois tout simplement lors de l'impossibilité. Mais je voudrais quand même relever, puisque vous souhaitiez que l'on parle de choses concrètes qui sont faites, à certains égards, il y a quand même un certain nombre d'options stratégiques qui ont été mises en œuvre concrètement et qui sont traduites par des réformes institutionnelles fortes qui indiquent bien cette volonté, notamment de rapprocher l'autorité du menu peuple pour pouvoir rendre possible, créer les conditions d'une possibilité plus active. Vous savez, l'idéal de la démocratie directe, tel que la grecque la pratiquait, c'est quelque chose dont on rêve toujours, à défaut de la mettre en œuvre intégralement, la décentralisation. La décentralisation, elle n'est peut-être pas encore aussi poussée qu'on le souhaiterait, mais elle existe, elle est beaucoup plus avancée qu'elle l'était il y a 10, il y a 20 ans. C'est une réforme institutionnelle très importante qui, lorsqu'elle aura atteint son point ultime, va certainement permettre les conditions au plan local d'un dialogue plus serein, plus apaisé au niveau de la périphérie, pas seulement au niveau du centre et de l'État. Si on prend la carte de l'université camerounaise aujourd'hui, ça indique bien qu'il y a une attitude très inclusive, on est très attentif aux demandes sociales. Moi, je suis peut-être l'un des plus anciens comme universitaire, enfin beaucoup plus ancien comme mon collègue. Moi, je suis entré à l'université en 1985. Nous avions l'université du Cameroun toute seule, pour tout le Cameroun. Nous avions une seule université. Ah ben voilà, nous avions une seule université à cette époque au Cameroun pour tous les Camerounais qui affluaient de toutes les provinces d'alors. Aujourd'hui, nous avons une université d'État dans chacune de nos régions, ce qui permet à chaque Camerounais, à l'endroit où il est né, d'accéder à l'instruction scolaire. Et nous savons fort bien que ça fait partie de l'épure que le chef d'État trace. L'éducation scolaire fait parce qu'il y a des mesures pratiques à prendre, il y a des mesures structurelles à prendre, au-delà de la construction d'une vision partagée au plan de l'imaginaire et des croyances. Il y a des choses à faire concrètement. En dépit des difficultés que l'on relève, il y a des choses concrètes qui sont faites, qui sont effectivement de nature au plan structurel à favoriser ces brassages. C'est l'urbanisation, c'est la scolarisation, c'est l'accès à la culture. Le dispositif d'accès à la culture, c'est quand même formidablement démocratisé dans notre pays. Alors, je voudrais à cet effet souligner que le chef de l'État a créé une commission dont vous êtes membre, Madame Amatou Toumouna, la Commission nationale pour... Yes, exactly. Voilà. And this commission has a certain way of looking at living together. First, we had peace. We're talking about peace. Peace brings living together. Now, what is your view in your commission about this aspect of living together? How do you view it? Maybe I should start, first of all, by talking about one of the articles that creates the commission has as a main objective to maintain peace, consolidate the unity, and then day-to-day practice of living together.
And the Constitution also goes to say that Cameroonians Exactly. are free to live wherever and to move wherever. Yes, and the Constitution also, as Professor said, takes into account the diversity in all its aspects, multiculturalism and all the different aspects. So now what does the Commission do? And I think we should remind ourselves that the Commission was created in 2017, if my memory is correct, and on the backdrop of certain crises. So you can see that systematically, the head of state is in constant, he's constantly listening to issues and giving us some kind of answers and some kind of results or some kinds of processes that we can use to help us solve certain problems. And one of these ones is the Commission, as you rightly said. So what do we do? In a nutshell, we submit reports to the head of state, but the very important aspect of the Commission that most people don't know is that we're a consultative body. And the spirit in which this Commission, if I may, dive into that, was created was to preempt. That is, we were in the past in a situation that things sort of just appeared in front of us and we had to react. Today we are in a situation where we are anticipating, we listen. We come back to living together. We listen. The head of state can send us on a very specific mission to mediate, not only to create consensus. All of that is not seen publicly. And you protect minorities as well. Yes, we protect minorities. We also evaluate texts on bilingualism, text on multiculturalism. We also propose, laws. We also propose texts that when we find that there are certain problems on the field, we make suggestions to the head of state. We also, on several occasions, call the academicians to come and help us identify, think or rethink, analyze a situation. So this body is working in really the background. You cannot see it because the job actually is done in thinking, reflecting, analyzing, and making proposals to the head of state. It is so practical and very direct to make proposals to the powers that be. And now he has the arm of government for implementation. Another thing is following up, going to ministries, evaluating, listening to problems. Building a nation cannot be done all the time by talking all over the place. Building a nation is getting people to begin to understand, to begin to see the challenges. We had one of our listening to the people's tour, very, very violent in the Northwest and also in the Southwest, because people were able to voice out without any apprehensions their feelings. It is a perception. So when people begin to be able to speak and tell you that I feel pains here, I'm not happy here, it is a great way to begin to solve issues. And it appeases, and it's part of what you call living together. I just want to go back to the national dialogue a bit. Okay. When you look at the national dialogue, who was involved? Every aspect of life was involved. But there's a follow-up. There's a follow-up committee to make sure that whatever was prescribed by the national dialogue, is followed up and they give reports. We are members of that committee. Yes, that's right. To follow up and make sure that resolutions and recommendations that came out of the national dialogue can be also followed up. So I think that
Madam, can you tell me, there was a problem in this country where somebody came on social media to say that people from a certain tribe, particularly women, that they stink. What did the commission do about that man? Now, If we could see that as hate speech. yes, what we have done concerning hate speech is broad-based, in the sense that we also have a toll-free number where people can complain, and we also have petitions. We receive petitions and we protect the identity of the petitioners, because sometimes they are delicate. In terms of xenophobia, due to the ad hoc committee that was created at the commission, we can now, the penal code has been reviewed and people are punished. But you need to complain. You need to officially state what your problem is for the commission to take it now to different levels. We've had situations where actually certain complaints have been brought to the attention of the head of state, to the prime minister, and government has reviewed. That's why I keep coming back to the nature of the commission, which is a consultative body. Every Cameroonian is protected. And I think it's important to stress this consultative body, because most Cameroonians are not used to taking responsibility to write or to take the pains to complain. So if you don't complain, if you don't take the pains to write, I have been in situations where people have written and actions have been immediately taken. The challenge here is that we cannot say everything to the public. We need to protect those who denounce. We need to protect those who witness certain situations and come and report. Okay. One last, maybe I should go to this one last issue, before we which go is now very, on our break. very important to the head of state. It is a special mission assigned to the commission by the head of state, the fight against hate speech and xenophobia. Hate speech and xenophobia, she rightly put it, is something that has been instigated. And people believe that by instigating that, they will destabilize the country and all of that. So we have an ad hoc committee, and then we've worked through the journalists, all the social activists. So it is not, you cannot touch it, but you see, hate speech also is very subtle, because it's me in my corner. It is me in my corner doing certain things. And social media has made it in such a way that you cannot, anybody can pick up and say what they want to say. So how do you fight that? So there's a process, and through this commission, we're able to target and get people to do certain things. Okay. Well, ladies, Jean Atangna, you continue with the debate. Merci Ebenezer. Paix et vivre ensemble, nous le savons, tout constitue, paix et vivre ensemble constitue un diptyque. Quand ils entrent en scène, ils se dansent comme dans un tango. Il faut être au moins deux pour se faire. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vivre ensemble sans partenaire. Nous avons évoqué les menaces à la paix au vivre ensemble. Nous avons vu les problématiques que cela pose. Nous avons esquissé un tout petit peu les réponses qui sont données par le chef de l'État et par les différentes institutions qu'il met en place, les réponses à ces différentes sollicitations sociales. Je voudrais maintenant, si vous en avez conscience, que l'on explore le terrain des citoyens que nous sommes tous. L'apport de chaque citoyen à l'édification d'une société de paix et de vivre ensemble. Madame le ministre disait tout à l'heure que c'est un long processus. On n'a pas besoin de crier sur les toits pour dire ce que fait telle institution. Alors, nous sommes tous citoyens, enfants de ce pays. En quoi doit consister la contribution de chacun à l'effort de paix, à l'effort de vivre ensemble? La parole est à qui veut la prendre. Professeur Leca. Je pense que
Évidemment, lorsque nous vivons dans une communauté, c'est d'abord parce que nous sommes encadrés par des lois. La loi est ce qui rend possible, disons, la coexistence et la convivence. Et donc nous avons une armature, le collègue évoquait tout ça, ça part de la Constitution, tout est encadré. Il y a bien sûr un certain nombre de demandes sociales qui émergent, notamment à partir, on le perçoit sur la question de la rente foncière, la question foncière, qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes, notamment dans des grands espaces urbains ou dans des contextes où certains qui ont plus de possibilités et de ressources financières pourraient être tentés de s'accaparer un peu de... Donc, mais ça veut dire que l'une des choses les plus simples à faire, c'est de nous efforcer de respecter les lois que nous nous sommes données, les règlements que nous nous sommes donnés. Et ça commence par la Constitution, ça va jusqu'aux différents décrets, etc. Et chacun là où il se trouve, puisqu'on le sait, nul n'est censé ignorer la loi, c'est certes un adage juridique dont on sait qu'il faut toujours continuer à expliquer les lois. Il y a toute une pédagogie à faire pour continuer à expliquer les lois et les lois qui nous protègent tous. Donc ça, je crois, c'est un secteur important qui doit pouvoir être investi. Il doit d'autant plus être investi qu'il faut beaucoup investir sur les générations qui viennent pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on va leur laisser, disons, des patates chaudes. Voyez-vous ? Et donc, c'est très nécessaire que ce soit dans nos établissements, dans nos universités, dans tous les lieux, dans ce que parfois moi j'appelle il faut mobiliser les armes d'éducation massive. C'est-à-dire que partout où l'on peut mobiliser, disons, l'attention des jeunes, des gens, qu'on investisse toujours ça avec des messages alternatifs, de paix, disons, de cohésion, de partage, de tolérance, etc. etc. Ensuite, notamment pour ceux qui ont d'importantes responsabilités, c'est très important. Parce que un pays aussi, ce sont ses élites. La tendance, très souvent, générale, c'est une idée reçue, hélas, c'est de croire que la délinquance est synonyme de jeunesse. On parle donc souvent de délinquance juvénile. Mais il arrive parfois que des adultes soient délinquants, n'est-ce pas? Et donc, il est très important de faire très attention à ça. On prête à Napoléon Bonaparte une vieille phrase, j'ignore si c'est vrai. On a dit qu'il aurait raconté que l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance. Une manière de dire qu'en fait, nos enfants sont à l'image de ce que nous-mêmes nous sommes. L'enfant est le père de l'homme. Voilà. Et donc, nous devons faire très attention aujourd'hui sur la question de l'éducation parce que ce qu'on ne voit pas bien, mais qui est visible aujourd'hui dans ses conséquences parfois tragiques, c'est la montée inquiétante des violences scolaires qui s'expriment de manière vraiment extrêmement violente. Lorsque nous, on lit les statistiques aujourd'hui de ce qui se fait et que nous discutons, les travaux que nous faisons à l'université, je vous assure, c'est très grave. Ce d'autant plus que, du fait de toutes ces mutations qui étaient évoquées tout à l'heure, vous prenez la dimension de l'émergence, on n'y peut rien, de ce qu'on peut considérer comme un nouvel espace de vie, qui est l'espace numérique. C'est une spatialité qui a émergé, qui existe. Il y a une vie numérique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, etc., ça a complètement bouleversé les cadres de notre perception et de notre manière d'interagir avec des gens. Et donc, les opportunités d'aggraver la vulnérabilité intercommunautaire et interpersonnelle s'est multipliées parce que de très nombreuses personnes, et Mme Amouto, tout le monde l'exprimait tout à l'heure, on peut plus facilement passer par là pour opposer des gens
qui en fait n'avaient pas parfois de problème. Et donc, lorsqu'on voit tout ce qui circule au département de sociologie, l'an passé organisé un important colloque sur la question des discours de haine, etc. Et donc, c'était une manière pour nous de contribuer en tant qu'universitaire, en tant que responsable d'un laboratoire ou d'un département, à travailler d'abord à comprendre ça, à essayer aussi d'expliquer aux gens et à laisser donc cette contribution. Et donc chacun d'entre nous, et notamment les élites, sont particulièrement interpellés. Et quand je dis les élites, c'est vraiment dans toute la diversité de la compréhension de cette notion. Vous avez des élites politiques, c'est-à-dire des hommes politiques particulièrement irresponsables parfois, soit dans leur prise de parole, soit parce qu'il suffit d'un mot mal placé, mal inspiré, pour que ceux qui vous suivent, peut-être parce qu'analphabètes politiquement, ne comprenant pas tous les enjeux, vous les mobilisiez, mais vous mettez du carburant sur du feu et ça peut s'embraser à n'importe quelle situation. Donc dans notre manière de nous exprimer, dans notre rapport à la chose publique, le président de la République est constant là-dessus. C'est-à-dire qu'en 42 ans de pouvoir, les 124, ou je ne sais pas, parce qu'il lui reste 2 discours, on sait que le président de la République au Cameroun, institutionnellement, s'exprime 3 fois. Le 10 février, le 31 décembre et éventuellement le 3 janvier pour s'adresser aux diplomates, etc. Lorsqu'on fait l'analyse de contenu de ces prises de parole institutionnelles, je ne compte pas tous les autres discours à l'Assemblée des Nations Unies, partout où il s'en va, il y a des choses qui sont constantes. Et qui, si ces choses étaient prises au sérieux et bien implémentées, peuvent contribuer à calmer la situation. La question du rapport à la chose publique. Parce que lorsque la corruption se généralise tant, et qu'elle finit par devenir une culture sociale, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est injuste, ça finit par fabriquer des conditions pour qu'une société se suicide, en fait, alors que tous les indicateurs montrent que c'est un pays particulier, doté d'un potentiel particulier. Et donc je crois que cette interpellation spécifique en direction des élites et de tous les hauts responsables qui assument des responsabilités intermédiaires, bien sûr, ce comportement va pouvoir contaminer l'ensemble des autres Camerounais lambda qui verront comment est-ce que les élites se comportent, se respectent la chose publique, etc. Et ça peut être, je veux dire, une sorte de pédagogie par l'exemple qui peut permettre de préserver, disons, ce beau pays. Thank you very much. Let's just get the opinion of Madam here. Now, you see, you have your commission, you have lots of other structures in this country, but certainly all of them cannot sensitize the people out there against all these ills that we are talking about. Do you think the sensitization that needs to go against hate speech, against living together? We've seen how difficult it's been for communities that have lived together for many years, and all of a sudden, you see there's a war. Now, what do you think could be the solution? Do you think the political elite could do something here? The Njangi houses, you know, all those structures, the churches and so on, are they doing enough? There's never enough. There will never be enough. I hesitate in saying this, but I'll first start with the commission. The commission is not just working alone. The commission pulls the civil society, the different associations that you have, and through them, they try to impact even, bloggers and people like that. So it's an indirect, people are using to help impact where I would like, in my personal opinion, is to say that we also have to change our mindsets. We also have to take responsibility. This awareness, building a nation is not, sometimes you sit and you listen to people talking about the government. You're blaming who?
the blame game is also part of, removing responsibility from ourselves. Shifting it to somebody else. Yes, and it's a very easy game to do because you only see either the head of state or the government. I think our motto is peace, work, fatherland. Many people don't talk about our motto. That is the motto. What does motto mean? It means it's the engine that carries the country. You have an engine and you're not using it. So the challenges, I would like that we look at the challenges as shared. Now, I would give you other instances where the head of state has put in place the DDR, is the demobilization, demobilization, how do you call it again? Disarmament. Demobilisation. Yes. Reinsertion. Reinsertion. When you look at those three words, they imply that he is looking for solutions that bring people together. But you cannot work alone. All of us here have to be messengers. It is our country. And I agree with what Professor is saying. If even the best laws, even the best, if we don't put ourselves or we don't get involved, it cannot work. And right now, it's registering to vote. Yes, right now it's registering to vote. And everybody has taken it as a mission, which is good. But I still think, and I'll go back to what she says, is, Aminatu said it, at the beginning. We are the ones planting the seeds or sowing the seeds to our demise. And I also think that people should be able to look at themselves. What have I done to contribute? It is very easy. We come here and we're talking about hate speech, living together, etc., etc. Yes. But we're also saying that, I hope, but my own point of view is I'm very grateful to be here, to share that nation building is not only the head of state. Everywhere he has gone, whether be it Garoua, I am a Cameroonian, I was born a Cameroonian, I will remain a Cameroonian. He didn't say I was Bulu. So, politically speaking, the head of state has done the job. Now we need to also do our own part of the job. We have to say it bluntly. We have to look at ourselves and criticize and identify where we have gone wrong. Be it Anglophones, be it Francophones, we are all Cameroonians. I never knew, coming from the background where I would have to learn French. But there was a dream. There was a dream of our parents, and in my upbringing, we have never thought of, no, this person is from this area. I don't look at people and try to find out where is he from. No. When you ask me, are you Anglophone? I say, no, I'm Cameroonian. Because I speak French, and it's not my language. So I think we have to decide on, I still come back on the motto, peace, work, fatherland. And when you listen to Professor, he said something about fatherland. That's my take. Quand on parle de la faillite des élites, professeur Janvier Nana, vous sentez-vous concerné? Je me sens concerné en effet. Vous êtes une élite universitaire. Merci, je me sens concerné. Dans le prolongement de ce que mon collègue a indiqué tout à l'heure, parce qu'il m'a semblé que nous étions dans la phase du que faire, que faut-il faire pour... Voilà. Je pense qu'il a indiqué fort opportunément l'exigence élémentaire qui est celle du respect des institutions.
Il n'y a pas de société ordonnée qui n'ait de bonnes institutions. Et les bonnes institutions, c'est des lois pour encadrer l'activité sociale, les interactions sociales. Et c'est des structures sociales, des organes qu'on met en place pour mener l'action publique. Tout ceci doit être pensé de façon bien réfléchie. Et bien sûr, après, il faut des hommes et des femmes vertueux. Parce que c'est la vertu politique qui fait défaut ici. La problématique centrale, c'est celle du rapport entre la politique et la vertu. Pour corriger cette image qui malheureusement s'enracine, qui fait qu'il y a un rapport très déceptif à la politique, parce que finalement, les hommes politiques n'inspirent pas grand monde. Moi, je vous raconte une anecdote. J'ai mon fils qui est aujourd'hui un grand garçon. Il était encore un adolescent, il était un gamin, il avait un ami, et dont le papa disait-on était féman. Donc il avait beaucoup d'argent. Et mon fils rêvait d'être professeur comme son père. Et l'autre ne comprenait pas. Lui, il rêvait d'être féman comme son père, parce qu'il disait, enfin, quand je viens chez vous, je vois l'état dans lequel vous vivez, quand on vient chez moi, etc. Donc il faut travailler pour que le rêve change de camp. Et pour que le rêve change de camp, pour que la vertu soit de nouveau partagée, il y a des actions fortes à mener qui sont de la responsabilité politique. Je parlais tout à l'heure de référentiel partagé. Une société, c'est plusieurs cercles d'insertion. On est dans une famille, on est dans une communauté villageoise, dans un quartier, on va à l'école, on va au lycée, on va à l'université, on est membre d'une église, etc., etc. Si dans tous ces cercles d'allégeance, il n'y a pas une sorte de fil d'Ariane autour de valeurs partagées, autour de valeurs promues, il est difficile de créer la cohésion. Parce que si, entre le discours que l'enfant entend à la maison, dès qu'il a franchi le seuil de la porte, il entend un discours radicalement différent, et quand il est à l'école, il entend toute autre chose, il est difficile, au bout du compte, de faire des petits Camerounais 20 ans après, des petits Camerounais qui soient des Camerounais vertueux. Donc ce problème du rapport entre la politique et la vertu est un problème crucial. La prospérité, la culture, la corruption est une indication de ce que finalement, eh bien, on est convaincu que les voies considérées comme vertueuses, si je peux me permettre de le dire encore, sont des voies qui ne portent pas, qui ne rapportent rien. Il y en a qui doutent même de l'école. L'école, ça rapporte quoi? Qui doutent de l'école. On cherche les raccourcis. Parce que, semble-t-il, ces raccourcis permettent d'arriver plus rapidement et plus assurément à des objectifs que l'on poursuit, mais qui ne sont pas forcément malheureusement des objectifs toujours nobles. Vous indexez la corruption, la perte des valeurs. Est-ce que le bâton ou la prison, est-ce que ça fait encore peur pour redresser la société camerounaise? Alors, j'ai bien peur que le bâton ne fasse pas suffisamment peur. Non pas qu'il ne fasse pas peur, il fait assurément peur. Il fait assurément peur, mais peut-être pas assez. C'est au rythme où les prisons s'emplissent, et on se pose des questions. Il y a des actions qui sont engagées, et quand on pourrait espérer qu'elles conduiraient à une sorte d'assainissement des mœurs, on n'a pas l'impression que l'imagination corruptrice est reculée. Elle continue plutôt à prospérer, et elle est plus ingénieuse. Et je ne sais pas s'il y a cette prison pour mettre tous les élites en prison, j'en sais rien même. Je ne suis pas sûr que la peur de la prison soit suffisamment ancrée aujourd'hui pour qu'elle fasse reculer, comme on le souhaiterait, cette disposition malheureuse à pratiquer le vice. Alors la question demeure, comme on la pose au quartier, comment faire alors? L'école de la pédagogie ne prospère pas beaucoup à l'évaluation des résultats sur le terrain. L'autre voie de recours, la sanction punitive, ça ne prospère pas non plus. Comment faire alors? Comment on dit au quartier, Madame Amina Touaïdio? Oui, je crois qu'il faut revenir au patriotisme. Je crois que c'est la base de tout. Moi, je vais parler un peu de moi, vous allez m'en excuser, pour avoir vécu loin de mon pays pendant quelques années, de ma patrie. J'ai compris quand je suis revenue qu'on n'a pas un plus grand bonheur que d'être chez soi, et que le bien qu'on a le plus précieux, c'est le Cameroun. Donc, dès qu'on a ça, dès qu'on comprend ça, on se rend compte qu'on doit absolument donner tous les efforts. On doit vivre Cameroun, on doit respirer Cameroun. Moi, pour avoir été loin, j'ai compris ça. Et ce qui nous sépare est moins important que ce qui nous réunit en réel. Et on doit vraiment aimer
absolument son pays et faire tous les sacrifices. Je vais trahir un secret. J'ai eu à échanger, à travailler avec Madame Ama lors de la dernière campagne présidentielle. On n'est pas resté à un moment donné penser qu'on travaillait pour nous ou qu'après cette campagne, on serait dans tel ou tel poste. On voulait accompagner le président de la République et l'amener à gagner ces élections présidentielles. Quand on travaille comme ça, on oublie un peu tout ce qui peut être difficile, tout ce qui est autour, et on n'a pas envie d'être corrompu ou de corrompre, etc. Et je crois que c'est très important que chaque Camerounais, dans son secteur d'activité, quelle que soit la manière, décide sincèrement d'accompagner le président de la République dans cette politique et arrête un peu de penser à ce qu'on va avoir, à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on aura demain. Le président est là. Travaillons, accompagnons-le. De façon désintéressée. Désintéressée. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Sorry, a little cough there. But now we just have to go around the table to conclude because we've come to the end of the program. So what's your last word, Professor? Bien, mon dernier mot sera un mot d'espérance. Il ne faut pas désespérer, la situation est critique. Il faut en prendre la mesure et il faut surtout aussi se préparer à s'armer moralement. La volonté politique qui est pour beaucoup. Nous avons un arsenal juridique, mais le tout n'est pas d'avoir des lois. Il faut les appliquer avec la plus grande rigueur, avec la plus grande vigueur. Il faut les appliquer de façon stricte. Il ne s'agit pas de mettre en cause la justice, mais il s'agit de l'interpeller. Parce qu'on a quand même la sensation, quand on cause à la main courante avec les Camerounais, qu'il y a aussi une sorte de désaffection. Il y a une sorte de rapport plutôt au minimum. On n'est pas très convaincu par le caractère toujours impartial de la justice. Les Camerounais pensent que la justice peut faire davantage. Donc il faut appliquer les lois avec la plus grande vigueur, avec la plus grande sévérité. Je pense aussi qu'en matière de politique publique éducative et culturelle notamment, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on a 50 ans révolu comme moi, on se souvient qu'autrefois, dans les écoles primaires, on avait des journées d'investissement humain. Parce que l'esprit civique se construit. La citoyenneté est quelque chose de très noble. Il parlait de fraternité civique. Cette fraternité civique se construit autour d'engagements communs, collectifs, au cours desquels on apprend aux enfants, dès le tendre âge, qu'en tant que citoyen, certes, on a une créance vis-à-vis de l'État, mais on a aussi des obligations. C'est dès la plus tendre enfance que le petit Camerounais doit apprendre à consentir des sacrifices pour la communauté. J'ai l'impression qu'on ne le fait pas assez. Moi, en tant qu'universitaire, je suis très dérangé par le fait que nous soyons obligés de prendre en charge financièrement les étudiants quand ils vont défiler. Et je me dis, mais attendez, si au moment où il faut célébrer ce pacte concordataire avec soi-même, si on paye un petit Camerounais, si on donne de l'argent à un petit Camerounais parce qu'il doit aller défiler, est-ce qu'il est prêt à prendre les armes si son pays est en guerre? Je ne suis pas sûr. Donc il y a des choses élémentaires qu'il faut faire pour que cet esprit civique, ce patriotisme revienne. C'est d'ailleurs le sens du sacrifice, le don de sa personne. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a une créance, encore une fois, vis-à-vis de la communauté, mais c'est aussi quelqu'un qui doit être disposé à faire don de sa personne, y compris de sa vie. Y compris de sa vie. Or, je ne suis pas sûr que cette prédisposition à faire don de sa personne soit suffisamment forte aujourd'hui. Elle est peut-être davantage vis-à-vis de la communauté primaire, vis-à-vis des identités primordialistes. Thank you very much, Professor. I know you can talk and talk all day. You are a lecturer. Now, another professor, how do you conclude all of this? Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est un choix de considérer que nous pouvons résoudre ces questions très rapidement, peut-être d'ici demain, en mettant en place un important programme de rééducation de nos élites. Je fais ce choix en me disant, si des élites deviennent exemplaires, il est possible que cette exemplarité des élites contamine toute la société générale. Et pour rééduquer les élites, parce que lorsque vous voyez des jeunes gens obsédés par le souci de partir ailleurs, au Canada, etc., c'est parce qu'ils ont l'impression que la porte de l'avenir est fermée ici. Or, tout est à bâtir et à construire ici, avec tout ce que nous avons comme potentiel. Et donc, mon point de vue est de dire que si l'on pouvait réexpliquer à nos élites que le Cameroun, c'est notre demeure, invoquons
un morceau formidable de notre hymne national qui est au Cameroun, berceau de nos ancêtres. La demeure, c'est le lieu où l'on doit dormir et c'est le lieu où on doit mourir. C'est pour ça que chacun, c'est pour ça qu'il y a une sacralité du tombeau, le lieu où on est tombé. C'est pour ça qu'on prend soin de son lit, de sa propre maison, de son village, de son pays. Et donc, lorsqu'on néglige sa demeure, donc le lieu où on doit dormir et le lieu où on doit mourir, c'est en fait qu'on crée les conditions d'un suicide collectif. Donc, si l'on rééduquait les élites et que ces élites se comportaient de manière exemplaire dans tous les sens du terme, je crois que certaines des choses que nous évoquons aujourd'hui seraient de l'ordre de l'anecdote. To conclude with the other two. Alors, je mentionne cela. Vous appelez à la création d'une école pour la formation des élites camerounaises, c'est mentionné. Ce débat tire à sa fin, on va bientôt se quitter. Mesdames, Messieurs, thank you for coming. Nous sommes ensemble. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Yeah, well, ladies and gentlemen, we've come to the end of this special program. We want to thank you immensely, you the panelists. And of course, we want to thank our hierarchy of PRC Television and our technicians and support staff who have all made this program a success. Thank you very much. You had the last word. You didn't have the last word, did you? Yeah, could we have your last word, please? And then Mrs. Aijo. Sorry about that. Thank you. I thought for one second that there was some kind of discrimination. Anyway, first of all, to say thank you for giving us this opportunity. We hope that we've been able to say certain things that would impact our fellow Cameroonians. The takeaway message is I really want us to go back to the revised edition of the head of state's book, his vision. Communal liberalism. Yes. He talks about solidarity. That's a takeaway word, because solidarity takes into account eating together. Solidarity takes into account all sorts of problems in the world. And I think extensively, second chapter and the last few chapters in culture and things like that, solidarity, integration, tolerance are key words that will create peace for our nation. Mrs. Haijo, your last word to conclude? Oui, moi je crois qu'on a un destin commun. Donc voilà, on a un bien commun, on a un destin commun. Il faut vraiment de l'empathie. Il faut que les Camerounais retrouvent de l'empathie les uns envers les autres. Et puis l'amour de leur pays et de l'humilité. Parce que travailler pour son pays, servir pour son pays, pour nous qui sommes des élites politiques, dans nos régions ou dans d'autres, il faut avoir beaucoup d'humilité, arrêter un peu de penser à soi et penser vraiment au Cameroun. Thank you very much. We had already concluded. Just to take it all over again, we are thanking our panelists here and thanking my colleague, Jean Atangana. And of course, the appreciation goes to the authorities of PRC Television, plus the technicians and support staff, all of them who are behind these cameras and making it work. Thank you, and bye now.